Ayant grandi avec un grand-père artiste visuel dans une région entourée d'environnements naturels avec des écosystèmes riches en biodiversité, j'ai vite développé un intérêt pour l'art et une appréciation envers la nature. Dans ma pratique en art visuel, je m'inspire souvent des divers aspects de la nature et je cherche à partager mes interactions avec elle. J'ai aussi eu la chance de travailler au sein des associations des bassins versants de Capelli, Beaubassin et de Chilliac, et la SNAP, la Société pour la nature et les parcs du Canada, où j'étais impliqué dans divers projets de préservation et de sensibilisation. En m'engageant avec la nature, j'essaie d'être plus conscient de mon impact sur l'environnement, surtout en tant qu'artiste, et des matériaux et des procédés que j'utilise. Dans mon art, être en nature a plusieurs avantages pour la santé. Elle me donne souvent un sentiment de liberté et d'inspiration et de paix qui me permet une plus grande ouverture d'esprit. Et je m'intéresse principalement aussi au rapport entre l'art, la science et la nature, puis le rôle que l'artiste peut jouer face à la crise écologique. En explorant ces productions en art visuel de la région, j'examine les œuvres d'artistes qui remettent en question notre relation à la nature en s'inspirant de divers aspects de l'environnement naturel, des maritimes ou de l'écologie. Je m'interroge aussi sur comment certains de ces artistes réussissent à créer des œuvres engagées avec un regard critique pour sensibiliser le public aux enjeux écologiques. De quelle façon ces artistes arrivent à suggérer des réflexions, dialogues ou solutions valables au sujet de l'écologie dans leurs œuvres sans réduire les possibilités d'interprétation et trouver l'équilibre entre le devoir éthique et esthétique. C'est ça, en regroupant une trentaine d'artistes actuels de la région qui traitent le sujet de l'environnement et l'écologie, je cherche à mieux comprendre les tendances artistiques qui peuvent être perçues dans les productions d'artistes des maritimes et je cherche également à comprendre les enjeux qui préoccupent ces artistes ainsi que les problématiques et défis associés au traitement du sujet de l'écologie. Les artistes qui ont été sélectionnés pour ce projet ont une variété d'approches et de démarches et de motivations allant de la représentation passive d'éléments naturels à l'intervention sociale engagée, la recherche, la récupération et le recyclage. Certains de ces artistes collaborent étroitement avec la nature en œuvrant directement sur le terrain avec des matières naturelles et certains peuvent aussi informer le public à la crise écologique en exprimant leur malaise face à certains enjeux. D'autres artistes cherchent simplement à célébrer la beauté et la résilience de la nature et partager leurs expériences personnelles. Dans ma recherche, j'ai aussi eu la chance de discuter avec quelques des artistes présentés aujourd'hui, dont Claude Roussel, Julie Fogg, Mathieu Légère, Jerry Collins, André Lapointe et aussi Rachel Choisy et Lucia Chouliakian, qui sont des étudiants en art visuel, des étudiantes. Et étant donné aussi l'ampleur du sujet de la nature, il y a une très grande quantité d'artistes qui pourraient être pertinents pour ce projet-là, donc il a fallu que je fasse une sélection qui était quand même difficile à faire aussi. Donc, juste vous de savoir qu'il y en a plusieurs autres. Bon. Donc, je vais commencer avec un petit survol historique de l'art et la nature. Donc, c'est ça, la nature et l'art, au début, peuvent parfois paraître comme des opposés, étant donné que la nature est comme une force qui peut se transformer et créer sans devoir nécessairement réfléchir. Tandis que créer de l'art, c'est vraiment un acte intentionnel propre à l'humain, malgré que les définitions peuvent varier dépendamment où on est sur la planète. Puis c'est ça, l'art primitif dans l'époque néolithique et paléolithique. On peut voir vraiment les débuts de représentation de la faune et de la nature. Donc, on peut aussi remarquer une quand même justesse anatomique quand même assez remarquable pour l'époque. Donc, c'était souvent une façon pour les premiers artistes de mieux comprendre leurs environnements et les différents composants de la nature. Les paysages et les natures mortes aussi étaient des tendances mondiales populaires, où on voyait la représentation de l'environnement des artistes. Donc, on peut voir ici un exemple d'une œuvre traditionnelle chinoise de paysage. Et aussi à la droite, une nature morte, où on peut voir aussi les débuts du surréalisme aussi, donc une accumulation de plusieurs produits de la nature, qui fait partie d'une série aussi
Bussec, oui, c'est ça, merci, qui était sur les différentes saisons. Donc, c'est comme les différents produits de chacune de ces saisons. Puis aussi De Vinci, qui est un artiste et scientifique aussi, donc qui faisait souvent des recherches par le dessin. Et aussi un paysage de Potinir. Donc, c'était comme une des premières représentations classiques d'un paysage où le paysage était vraiment comme le sujet principal versus comme plus le portraitisme. Ensuite, plus tard dans les années 60-70, il y a eu comme un genre de refus des anciennes traditions dans les arts, puis un désir pour les artistes d'expérimenter avec des nouvelles approches qui étaient plus en lien avec la nature. Donc, les débuts de l'art écologique aussi, on peut voir comme des performances de Joseph Beuys où il a planté plusieurs arbres. Et aussi la plantation des champs de blé de Agnès Dennis aussi. Et on peut voir des tendances d'art nature aussi et de land art qui commencent à se manifester. Puis, c'est ça, donc maintenant le paysage est non seulement un sujet de représentation, mais carrément peut devenir la matière comme telle. Et ceci, un projet qui est très courant dans divers autres sphères sociales dans le monde. Puis, les artistes ont maintenant le pouvoir de non seulement représenter la nature, mais de aussi contribuer aux débats sociaux par rapport à l'écologie. Puis, promouvoir la conscience collective aussi sur le sujet. On parle un peu des productions plus de la région maintenant, donc des productions des maritimes d'art autochtone. Donc, c'est ça, il y a des familles algonquines, des peuples autochtones habitaient le territoire longtemps avant les colonisateurs, évidemment. Et la musique et les traditions orales étaient souvent les formes d'expression les plus courantes. Par contre, il y avait aussi tout l'aspect de créer des objets à partir d'objets naturels qui étaient quand même intégrés à la vie de tous les jours de ces peuples. Il n'y avait pas vraiment une distinction entre qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui est un objet. Et il y a aussi souvent un aspect spirituel à ces œuvres. On peut voir à la gauche ici, c'est des objets de la collection du musée acadien, où on peut voir des types d'objets d'art avec des matériaux traditionnels, donc des piquants de porc-épic et des teintures naturelles, pour donner des exemples. Et aussi, on peut voir des œuvres plus contemporaines ici à la droite aussi. Donc, au milieu, c'est une œuvre de Ursula Johnson durant une exposition qu'on a eue ici à la galerie Carl Louise Rubin Cohen, où elle a fait une performance de tissage de paniers autour des membres du public, puis elle les a ensuite installés dans une installation. Donc, c'est un peu comme une pratique traditionnelle, mais dans un contexte modernisé. Puis aussi, un autre exemple d'une œuvre plus contemporaine qui parle de la situation autochtone aussi, de Shirley Beer, qui est une pionnière de l'art aussi autochtone contemporaine. Maintenant, pour parler un peu de l'art des colonies, donc c'était quand même un phénomène qui était assez rare, donc créer de l'art au début parce que les colonisateurs étaient souvent préoccupés avec la survie et les conflits aussi à l'époque. Mais on peut voir parmi les premières œuvres, donc Samuel de Champlain, qui était quand même assez doué au dessin, qui créait les premières cartes aussi du Nouveau Monde. Et on peut voir des représentations de la flore aussi, des peuples autochtones. Ensuite, il y a aussi le missionnaire Louis Nicolas, qui était un des premiers artistes à représenter justement la nature comme telle. Donc, c'était vraiment comme, c'est un peu un rappel au dessin de Vinci d'études de la nature. Puis c'était pour son recueil de Codex Canadiensis, qui est comme un genre de regroupement de plusieurs différentes espèces animales et de fleurs. Il y a aussi des peintres
britanniques aussi durant la colonisation, que c'était partie de l'entraînement militaire de pouvoir représenter des paysages en aquarelle. Donc, Thomas Davies est parmi ces artistes. Et on peut aussi voir une peinture du frère Luc aussi, qui était une des premières représentations du paysage des maritimes ou du Nouveau Monde. Donc, ouais, mais c'est quand même encore une fois dans un contexte plus religieux. Puis c'est ça, au fil du temps, il y a plusieurs nouvelles approches qui se sont installées. Donc, plus dans l'époque moderne maintenant, on peut, avec le groupe des Sept, qui se préoccupait beaucoup de représenter la nature du Canada. Ils ont souvent été critiqués pour représenter assez les peuples autochtones qui habitaient ces terres depuis longtemps. Puis aussi, on peut voir des nouvelles types d'approches plus impressionnistes, qui est aussi dû au fait que la peinture était maintenant disponible en tube, donc les artistes pouvaient se promener sur le terrain et capturer directement les paysages de façon plus réaliste. Et on peut aussi voir une œuvre d'Emily Carr qui représente la culture autochtone aussi et la nature avec un traitement plus d'abstraction et d'expressivité. Même chose pour Catherine Munn aussi, une grande pionnière de l'art moderne au Canada. Puis Clara Gagnon aussi, qui était un peintre renommé dans l'époque des groupes des Sept, qui représentait souvent les régions rurales du Canada, surtout dans la région du Québec. Puis les artistes régionales... Oh, juste un instant. Oui, c'est ça. Donc les artistes régionales aussi commencent à s'intéresser à ces nouvelles formes d'expression, particulièrement le land art et l'aventure qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs différentes sortes de médiums aussi qui vont se manifester. Donc maintenant, je vais commencer avec la sélection d'artistes des Maritimes. Premièrement, je commence avec Claude Roussel, qui est aussi mon grand-père. Donc, originaire de Edmundston et pionnier de l'art moderne. Sa pratique s'étend sur plus de 80 ans, donc une très longue carrière prolifique. Il s'intéresse beaucoup aux arts et à la nature dès un très jeune âge. Donc, à partir de l'âge de 10 ans, il commence à sculpter le bois. Et on peut voir ici une image d'archive de Claude Roussel quand il était jeune garçon avec une truite qu'il avait sculptée sur le bois, qui va aussi avoir l'attention du docteur Paul-Carmel Laporte, qui va être comme un de ses mentors durant ses débuts de carrière, ses débuts en art. Puis, on a ici des exemples d'œuvres sur bois de bas-relief qui représentent la faune canadienne et néo-brunswickoise. Puis, suite à ses études et des voyages, j'ai aussi développé un intérêt pour expérimenter avec de nouvelles approches et matériaux. Donc, c'est le polymère formé, le plastique polymère formé, c'est une de ces approches-là qui est quand même pas un matériel super écologique, c'est en base de plastique. Donc, il faut être conscient des matériaux qu'on utilise. Mais c'est une œuvre qui parle de la relation, justement, de l'être humain et de la nature, puis spécifiquement à l'expropriation des peuples du Cushinwak et de cette relation-là avec le territoire. Puis aussi comment c'était dans le but de préserver les terres pour des raisons écologiques. Aussi, à gauche ici, donc nature versus technologie, on peut voir une œuvre de collage avec plusieurs images de la culture populaire américaine et aussi avec comme deux grandes roues mécaniques qui font un rappel à la technologie puis comment c'était la nature est souvent victime de progrès techniques. Aussi, au milieu, on a un exemple d'une œuvre sur plexiglas qui adresse la pollution. Aussi, un collage qui adresse le réchauffement climatique avec différentes coupures d'articles. Aussi, en haut à droite, on a le RIP, Rest in Peace, saumon de l'Atlantique. Donc, cette œuvre est faite avec un véritable saumon qui a été comme
retiré d'une source d'eau polluée, puis figé dans la résine. Puis c'est un peu un commentaire sur la surpêche puis la pollution des sommets atlantiques, qui est quand même un enjeu actuel aujourd'hui. Ça a fait aussi plusieurs... Oh, avant ça. Oui, il y a aussi son œuvre Cube ici à gauche, qui rappelle un peu ses débuts en taxidermie aussi, avec l'utilisation de bois de surf. Puis aussi le matériel du styrofoam, qui est quand même très polluant aussi, qui peut se déconstruire en nature et prendre jusqu'à 500 ans à se décomposer. Donc, c'est quand même un commentaire là-dessus aussi. Puis, l'observateur d'oiseaux au milieu, c'est un peu comme un hommage à plusieurs différentes espèces d'oiseaux de la région dans un style de représentation réaliste. Et, il y a aussi des sculptures d'assemblage de bois et de récupération qui sont aujourd'hui installées dans son jardin de sculpture à Capellé. On a parlé de voyages tantôt. Il a fait plusieurs voyages autour du monde en camionnette. Puis, il allait souvent faire des croquis, des paysages durant ses voyages. Puis, il s'intéressait surtout à comme déconstruire les formes puis les couleurs. Puis, souvent, il allait choisir les montagnes comme sujet de ses paysages. Puis, on peut voir ici un exemple d'une œuvre de sable et d'émail coloré. Aussi, après cette série sur les montagnes, il y a un peu eu un désir de retourner vers la mer comme sujet. Donc, cette œuvre ici, Fluidité et Gestation, montre un peu comme ce retour vers la mer. C'est comme toute une série où on voit cette figure qui se rend de la montagne jusqu'à l'océan. J'ai aussi un exemple d'une œuvre plus actuelle, donc de 2021, juste pour montrer qu'il y a encore cette tendance de vouloir déconstruire visuellement le paysage en forme et en couleur, puis qui s'inspire toujours aussi de son environnement et des paysages. Ensuite, je vous présente Marie-Hélène Alain, donc une autre grande pionnière de la sculpture au Nouveau-Brunswick. Elle entre aussi au noviciat des Sœurs de Notre-Dame en 1958, donc elle est sœur religieuse aussi. Sa communauté religieuse l'a beaucoup encouragée à poursuivre poursuivre les arts. Et après ses études et un stage à Pietrasanta en Italie, elle découvre vraiment un amour pour la pierre. Puis on peut voir ici de ses premiers exemples d'œuvres. Elle décrit son objectif principal comme faire vivre la matière inerte de la pierre, donc vraiment donner comme une sensation de vie et de fluidité à une pierre qui est normalement rigide. Et elle se considère aussi comme fille de la nature et je cite, non pas celle des fleurs et des oiseaux banalisés par la poésie et l'art conventionnel, mais la nature comme force impeccable et incontournable. La nature qui est tout simplement cette puissance à laquelle il nous faut nous soumettre ou périr. Donc, c'est vraiment cet aspect-là de la peinture, je pense, qui inspire la plupart de ces artistes aussi. Et il y a aussi, c'est ça, 4 périodes distinctives dans son art qu'on peut remarquer. Donc, ses premières œuvres étaient souvent très polies et épurées. Donc, on peut voir ici la numéro 1, qui est une de ses premières, techniquement la première de cette série-là. Et elle a souvent cette tendance-là de nommer ses œuvres en numéros versus des titres. Et donc, la deuxième période serait comme les textures plus brutes et polies. Donc, on va de plus en plus commencer à intégrer les textures naturelles brutes de la pierre pour faire des contrastes et des jeux avec les textures plus polies. Ensuite, elle va travailler beaucoup avec l'assemblage et l'installation. Donc, on peut voir maintenant qu'elle intègre plusieurs différents matériaux, souvent d'origine naturelle, et qui vont souvent avoir un aspect poétique aussi. Et ces installations aussi portent souvent sur son identité acadienne, puis aussi l'importance de l'héritage, puis de transmettre des connaissances de génération en génération.
Ensuite, André Lapointe, donc aussi un pionnier de l'art in situ et de l'art moderne dans la région. Pas d'art moderne, d'art nature, oui. Donc, ici en haut, on a des exemples de ses premières œuvres qu'il a commencé à photographier sur le terrain, qu'il a un peu comme donné l'intérêt de travailler plus à l'extérieur, sur le terrain. On peut voir aussi avec son œuvre du vaisseau 5 aussi, donc intégrer des objets naturels modifiés dans la galerie, dans un contexte de galerie aussi. En bas ici, on a une de ses œuvres majeures, qui est la forêt sculptée, qui est située près de l'autoroute 15 en allant vers Gilliac. Vous avez peut-être déjà remarqué en conduisant sur la route. Puis elle est encore visible aujourd'hui, mais beaucoup moins avec les années. Mais c'était vraiment cette œuvre-là qui a donné une popularité dans la région et qui s'est fait reconnaître grâce à cette œuvre-là. Puis ça montre aussi à quel point c'est un travail qui peut être exigeant au niveau physique. C'est quand même une énorme proportion pour un projet de tailler les arbres pour faire une genre de dôme. Donc, ouais, le travail physique est très important dans l'art nature. Puis il a même conté l'histoire durant notre entrevue qu'il y a presque eu un accident avec son échelle durant la production de cette œuvre avec une tronçonneuse. Donc, il faut quand même faire attention des dangers sur le terrain. Et voici d'autres de ces œuvres in situ dans la nature. Souvent, il va aussi documenter ces œuvres avec la photo pour les présenter au public. D'autres exemples ici. Puis cette œuvre ici en bas à gauche, c'était comme des grottes sur une falaise qui est remplie de chandelles et de glace. Donc le soir, ça faisait comme un peu un effet de luminosité intéressante. C'est toujours André Lapointe. Toujours André Lapointe aussi, oui. Ensuite, Mike McDonald, donc, considéré comme un pionnier de l'art médiatique autochtone, donc un artiste de descendance uniquement européenne, né en Nouvelle-Écosse. Il travaille beaucoup avec le vidéo et le son à partir des années 70 et 80, donc il était vraiment comme parmi les premiers à explorer les mix médias, oui, les médias, l'art médiatique, je veux dire. Il est aussi un artiste autodidacte et qui s'intéresse beaucoup à l'environnement puis incorporer des plantes et des animaux dans ses projets. Donc, ici, c'est des œuvres donc Electric Totem et les Seven Sisters, des œuvres qui représentent la nature, mais aussi les cultures autochtones de la région de la Colombie-Britannique, une région qui a aussi beaucoup travaillé dans son cheminement. Il faisait aussi des Butterfly Gardens, qu'on peut voir ici à gauche. Donc, c'est des jardins de plantes médicinales qui installaient dans des centres urbains autour du Canada. Puis c'était justement pour rendre accessibles les plantes que les papillons et les chenilles ont besoin dans ces environnements qui peuvent être quand même très difficiles à trouver dans des centres-villes. C'est aussi une occasion pour les habitants des villes d'interagir avec des plantes traditionnelles médicinales, aussi avec l'installation qui rappelle la forme traditionnelle du tipi. Et à droite, ici, on a des exemples des papillons photographiés qui interagissent avec ces plantes. Ensuite, Anne-Marie Sirois, donc une artiste pionnière aussi au niveau de l'animation, puis de la récupération aussi. Donc, elle va souvent récupérer des matériels pour ses sculptures. On peut voir ici un exemple des petites figurines, des fériens. Puis en haut à droite, des illustrations qui portent sur l'écologie, justement, mais sur des plaques de linoleum récupérées. Elle a aussi travaillé sur des camps de jeunesse qui adressent aussi l'écologie. Et c'est une de ces animations qui parle Anima Stress, qui aborde l'industrialisation alimentaire. Elle a aussi travaillé sur des projets in situ et dans nature. Donc,
Ici, l'œuvre Les Trois voisines en collaboration avec Marjolaine Bourgeois et Ginette Savoie au Symposium d'art terre de Belgique en 2002. Et aussi au Raid artistique de 2015 au Festival de Vaste et Vague. Elle a aussi fait une autre œuvre avec Marjolaine, encore une fois, et Carole Deveau. Et voici des exemples aussi de ces œuvres en sculpture avec des objets recyclés ou récupérés. Donc, on peut voir aussi le fer à repasser qui revient souvent, un objet qu'elle a beaucoup utilisé dans ses œuvres. Elle a fait au-delà de 150 œuvres inspirées des fers, puis aussi un excellent livre qui présente ses œuvres de sculpture sur fer, les Ironic Irons, pourquoi sans fer. Très ludique aussi comme approche, on peut voir, il y a souvent un côté humoristique à ses œuvres. Une série plus récente aussi qu'elle a présentée dernièrement, de sa série Les Humanoïdes. Donc, je l'ai un peu interprété comme une métaphore pour les espèces envahissantes, surtout les êtres humains. Puis l'histoire, c'est un peu comme qu'il y a des petites créatures humanoïdes qui s'infiltrent dans une maison, puis ils finissent par envahir. Que les propriétaires essaient différentes façons de comme les exterminer finalement. Donc c'est un peu comme notre relation avec la Terre aussi, dans le sens. Ça fait penser à ça. Ensuite, je vous présente Ned Beer, un autre pionnier de l'art autochtone de la région aussi. Donc, originaire de la communauté des Premières Nations Wet'suwet'en à Fredericton. Donc, il était inspiré par un sculpteur aîné quand il était jeune. Puis ça l'a inspiré à poursuivre les arts. Puis il a ensuite fait des études au Collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick, où il était le premier élève autochtone à obtenir un diplôme. Donc ici, on peut voir ces Powhatan, qui sont comme des guides spirituels, en d'autres mots, qui vont tailler directement sur les arbres dans la nature. Celle-ci à gauche est du parc du millénaire écologique, qui est juste à côté ici sur le campus. Puis ça offre aussi aux spectateurs comme une expérience de les croiser en nature de façon un peu inattendue, puis d'avoir cette expérience avec le Powhatan. Voici des exemples de ces masques aussi qu'il crée. Donc, c'est souvent à base de noyer cendré ou de bouleau jaune, puis ils mesurent environ 3 pieds d'habitude. Puis il va souvent inclure aussi des matériaux traditionnels comme les poils de cheval, le crin de cheval et la fourrure d'ours, et aussi le métal qui symbolise comme quelque chose qui est d'origine de la terre, qui a été transformé. Puis aussi, il ne fait presque aucun sketch avant de commencer un œuvre. Il va se laisser guider par la matière comme telle. C'est quand même une approche traditionnelle dans un contexte moderne. Et ouais. Ensuite, George Gauguin, donc aussi un pionnier de l'art moderne, surtout au niveau de l'abstraction et de l'expérimentation. Donc, on peut voir ici des exemples de ses premières œuvres, qui étaient souvent des représentations plus figuratives, mais quand même avec une certaine gestuelle. Puis là, on peut voir à la droite, il commence à explorer de plus en plus des médias mixtes et de moins en moins la figuration, allant plus vers l'abstraction. Puis aussi en incorporant des objets récupérés et recyclés. Donc, on peut voir qu'il y a des canettes aussi collées sur la surface. Ici. Puis, dès sa jeunesse aussi, il se considérait très intéressé par les hiéroglyphes, donc les écritures égyptiennes avec des symboles. Puis, pour lui, les cartons industriels, c'est un peu comme les hiéroglyphes d'aujourd'hui, une façon qu'il l'a décrit. Donc, c'est un peu comme, il va déconstruire des boîtes d'emballage industriel pour ressortir toutes sortes de formes qui sont générées par ces emballages. Puis ensuite, il va les installer dans des collages.
pour souvent représenter des créatures, des personnages un peu surréels aussi. Aussi deux exemples de sculptures à gauche. Donc, Robbie the Robot, qui est comme un petit robot qu'il avait construit, qui est un peu comme un robot qui était soumis à la pollution. Et on peut voir aussi une œuvre en dessous d'une sculpture d'assemblage de bois récupéré. Et à la droite, son œuvre du Symposium d'art nature 2004. Donc, c'est comme un genre de nid ou un trou en pomme avec une boule on appelle ça des amoureux des fois, là, mais des pardons, des petites fleurs collantes. Ensuite, Leonard Paul, donc aussi un artiste mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, qui s'intéresse beaucoup au réalisme et un style un peu comme baroque aussi. Donc, il va essayer de représenter de façon réaliste des paysages, mais aussi représenter surtout sa beauté intrinsèque de ces paysages. Puis il va aussi souvent comme jouer avec l'intensité des couleurs aussi pour faire des images saturées avec des contrastes étonnants, comme on peut voir dans l'art baroque aussi. Il a passé au-delà de 35 ans en tant qu'aquarelliste, mais il a aussi développé dernièrement la peinture sur l'huile. Puis il a fait plusieurs voyages en Europe, justement pour étudier les maîtres baroques. Puis on peut voir aussi des exemples d'œuvres qui représentent des interactions entre la faune aussi, donc c'est un autre de ces sujets qu'il travaille beaucoup. Puis il dit que cette inspiration-là vient justement des randonnées avec son père durant sa jeunesse, pendant des randonnées de chasse surtout. Et, il a aussi fait plusieurs illustrations et œuvres qui apportent la culture autochtone. Donc, c'est un exemple ici à la droite d'une de ces illustrations. Ensuite, Teresa McKnight, une artiste originaire de St. Andrews, au Nouveau-Brunswick. Elle s'intéresse beaucoup à notre relation avec les animaux dans les endroits ruraux, surtout. Puis comment est-ce qu'ils s'adaptent continuellement à notre présence avec eux. Elle va souvent utiliser des caméras de piste, des trail cams, pour capturer des images des animaux qui se promènent dans l'environnement. Puis elle va se baser de ces images pour créer toute une série de peintures aussi. Elle est aussi une peintre plein air qui va aussi peindre directement sur le terrain. Puis il y avait aussi sa série Signs qui évoque un peu le panneau des affiches d'avertissement en diagonale, donc pour attirer l'attention sur la route. Mais dans ce cas ici, c'est pour attirer l'attention du public vers des espèces menacées. C'était originalement inspiré par les chauves-souris à museau blanc, mais ça va vite devenu une série complète qui aborde plusieurs différentes espèces. Ensuite, je présente Anne Manuel, donc une artiste originaire de Terre-Neuve, donc, mais qui a beaucoup travaillé dans la région aussi, et qui, son travail porte aussi souvent sur des questions de l'environnement et de la durabilité, la gérance des écosystèmes. Elle travaille beaucoup le dessin, la peinture et aussi l'installation. On peut voir à la droite ici des sculptures qu'elle a réalisées, appelées les worry ladders ou les échelles d'inquiétude, qui est construit à partir d'arbres et de végétation des forêts du Nouveau-Brunswick. C'est un peu un commentaire sur la poursuite du progrès puis l'impact que ça a sur l'environnement, notamment la déforestation dans ce cas ici. Et aussi un exemple d'une estampe à la gauche qui traite le crabe vert, qui est une espèce invasive, qui est un peu une conséquence des pollutions dans les océans, puis aussi des trajets constants des navires d'un bord à l'autre de l'océan. On a aussi d'autres exemples de ces œuvres ici.
Donc, aussi une approche quand même assez gestuelle aussi en peinture. Et, ouais. Ensuite, Marie-Jean Roy, donc un artiste autodidacte avec une relation très intime à la nature, qui est aussi un peintre plein air. Pour lui, c'est une bonne façon, en peignant les paysages, d'approfondir sa connaissance de la nature et de son environnement. Puis aussi développer une sensibilité à la nature. Il pratique aussi d'autres exemples ici de ses peintures de plein air. Il est aussi illustrateur pour des contes jeunesse. Donc, il a réalisé au-delà de 30 illustrations, 30 réalisations de projets. Puis, il a aussi réalisé des illustrations pour l'exposition temporaire à la découverte de Chinectou, qui se regarde cet après-midi. C'est curieux. Donc, c'est souvent des représentations de faune aussi et des paysages de Chinectou. Ensuite, Jordan Bennett, donc un artiste uniquement de Stephenville Crossing à Terre-Neuve, mais qui habite maintenant en Nouvelle-Écosse. On a eu la chance d'exposer ses travaux ici durant l'exposition des voix autochtones. Donc, c'est ça. Il s'inspire beaucoup des traditions autochtones, mais souvent abordé d'une façon moderne. Donc, je vais citer ici, donc la tradition n'est pas quelque chose qui est toujours enraciné dans le passé, mais quelque chose qui peut être construit. Donc, il y a vraiment ce désir-là de continuer à développer la culture autochtone, Mi'kmaq particulièrement. Et il explore aussi les liens avec le territoire. Donc, dans ce cas ici, c'est un peu comme une occasion pour les spectateurs de revoir les souvenirs d'espèces animales qui sont importantes au peuple Mi'kmaq. Donc, c'est comme une installation interactive ou un peu comme brancher un USB pour voir les différents souvenirs de ces animaux. Donc, ça s'appelle Skull Stories. Aussi, dans l'installation Herd, il a fait comme un genre d'installation de chasse traditionnelle dans une galerie, donc en utilisant des matériaux naturels aussi. Puis aussi sa série de artifact bags aussi. Ça fait un peu comme référence au sac en plastique jetable. Puis c'est un peu comme un contraste avec le matériel du cuir qui est comme très durable aussi et renouvelable. Donc, c'est un peu comme un commentaire là-dessus. On peut voir ici d'autres de ses œuvres qui combinent un peu la culture moderne occidentale avec la culture autochtone aussi, uniquement. Donc, l'utilisation des matériaux naturels pour des objets modernes, comme un turntable ici à la gauche, construit en bois, et pour les roues de planche à roulettes construites en bois d'orignal, et des motifs aussi traditionnels sur des planches à roulettes. Puis il a aussi fait une paire de raquettes à neige à base de planches à roulettes sculptées. Donc, c'est des objets de la culture populaire. Ensuite, Michael McLeod, donc un artiste qui s'inspire beaucoup de la nature et de la science, des sciences naturelles et de la géographie. Donc, il est aussi un peintre plein air. Il va souvent aller peinturer des terres justement protégées, conservées. Donc, on a deux exemples ici en haut puis à la droite. Puis en bas, on a des exemples de ces mapscapes, qui est comme des œuvres avec la récupération de pièces de technologie ou de machinerie qui va coller sur la surface pour faire un peu comme un point de vue de satellite aérien. Puis ces formes un peu géométriques entrent souvent en contraste avec ces coups de pinceau qui font référence à l'interaction entre la nature et les centres urbains.
Ensuite, Janice Wright Cheney, donc une artiste qui s'intéresse aussi beaucoup à la fragilité des écosystèmes et des espèces qui les habitent. Elle est aussi originaire de Fredericton. Puis elle a un intérêt aussi pour la comme distinction entre ce qui est considéré culturel et naturel. Puis elle va souvent jouer avec ça, donc en intégrant des sculptures en textile d'animaux sauvages dans un contexte de galerie, dans une exposition européenne. Donc ça fait comme un peu un lien entre la culture et la nature, de façon inattendue aussi pour les spectateurs. Aussi son œuvre Sardinia qui parle de la surpêche de la sardine aussi, puis l'extinction de l'espèce dans le futur. Elle fait aussi beaucoup de projections futures par rapport à l'écologie. De ses œuvres ici, donc sa série Cellar aussi, qui aborde les vermines, nos relations avec les espèces qu'on considère moins désirables, donc dans ce cas-ci, le rat norvégien, et aussi le tracking de l'OCV qui parle de la déforestation puis son impact sur les habitations d'espèces de cougars et de lynx de la région. Donc, c'est un peu comme une installation qui rappelle un peu une enquête pour trouver cette espèce-là. Moi, ça me fait penser un peu au Bigfoot, là, comme tous les documents, ça. Et aussi, au niveau des espèces un peu moins désirables aussi, elle parle d'une relation avec les silkworms et les papillons de textile. On a aussi une œuvre ici qui parle du deuil écologique et qui prend aussi la forme de la rose, qui rappelle aussi ce sujet. Et son œuvre Spectre ici qui parle des ours polaires en captivité dans le temps des zoos, un peu comme un commentaire là-dessus, qui représente aussi comme leur fragilité avec le textile comme ça, crocheté. Et ici, en haut à la droite, on a une installation installée en nature, Elysium, qui est encore une fois comme une projection future d'une écologie qui pourrait comme ressurgir d'objets construits. Même chose pour Polypar, qui est un peu la même thématique. Ensuite, Dan Xu, une artiste d'origine chinoise, mais qui habite à Saint-Jean depuis 2001. Donc, qui s'est beaucoup inspiré des paysages de la région. Donc, elle va souvent représenter la région de Saint-Jean et de Fundy, mais avec un esthétique traditionnel chinois. Donc, vraiment comme on va souvent voir des longs paysages panoramiques dans un genre de livre qui se déplie. Donc, c'est souvent des œuvres aussi sur le terrain aussi, des œuvres de plein air. C'est intéressant justement de voir une œuvre traditionnelle chinoise, mais avec un sujet, avec un paysage familier, donc on peut reconnaître la région. Oui, ici, on peut dire que c'est Hopewell Rocks aussi, de la région de Fundy. D'autres exemples de Fundy et de la rivière Saint-Jean. Puis aussi souvent comme au niveau des foulards aussi, puis des traitements de pinceaux traditionnels. Souvent des œuvres plus monochromes aussi. Ensuite, je vous parle de Lisa Richaud, une artiste de Caraquette. Lisa explore de manière poétique et autobiographique sa relation à l'environnement et à l'écologie. Elle va de l'art pictural à l'installation, donc elle fait aussi des très grandes œuvres d'installation et aussi des sculptures au sol. Elle a aussi fait une série d'art d'installation in situ et d'art nature. Donc, on peut aussi voir du niveau pictural aussi une œuvre qui apporte le niveau des mers qui montent. Donc, une représentation quasiment abstraite de ce sujet. Et aussi les navires fantômes qui parlent des impacts sur les oiseaux, particulièrement des navires aussi.
Et c'est une exposition climat social qui était aussi présentée à la galerie d'art Louise Robin Cohen. Donc, on peut voir dans ses œuvres qu'elle évoque vraiment comme la destruction du monde naturel, puis un peu comme les feux de forêt qui sont de plus en plus intenses et fréquents. Aussi, c'est la série Dérive de l'exposition d'eau, qui est aussi une exploration plus poétique, où cette fois-ci, elle s'inspire des poèmes de Raymond Leblanc. Et elle va aborder différents aspects de la mer et de l'écologie, notamment des réfugiés, le climat aussi, qui est un autre phénomène, du réchauffement climatique. Ensuite, Vicki Lentz, donc une artiste qui travaille plusieurs différentes techniques aussi, du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Elle s'inspire beaucoup de son environnement aussi, surtout que son studio est en pleine nature. Et son studio est aussi une érablière, donc elle est toujours en interaction directe avec son environnement. Puis elle va souvent utiliser des objets récupérés de l'environnement pour intégrer dans ses sculptures, comme dans sa série Les Guardians, qui incorpore différents objets retrouvés. Et aussi le disque compact aussi à la droite, avec l'accumulation, la représentation de la faune. Des exemples ici de ces installations in situ et d'art nature. Donc, elle va souvent utiliser des textiles en nature aussi pour faire ressortir certaines formes de l'environnement. Puis, Woven into the Past, celle-ci, c'était comme, elle a construit une œuvre en textile sur un fil d'une ancienne clôture dans une forêt. Donc, en même temps, c'est un peu comme une utilité pour pas que la faune ou les gens s'accrochent dans ces anciens fils de clôture. Puis, il y a aussi des installations assez remarquables aussi de la culture malicite et acadienne. Donc, des sculptures à base de végétation, de très grand format aussi. Ensuite, Nancy King Schofield, originaire de Saint-Jean. C'est une artiste qui se considère aussi très sensible au dialogue et au changement climatique de l'environnement naturel. Donc, elle s'inspire beaucoup des diverses formes et textures de la nature, particulièrement du bois. Donc, elle va souvent utiliser le bois dans ses œuvres comme surface et aussi elle va ajouter souvent des éléments de bois récupérés. Ici, des œuvres d'installation un peu plus poétiques aussi, de très grand format. Puis ça aussi, c'était d'une exposition à la galerie d'art Louise Robin Cohen, qui était intitulée Secrets, Secrets sur ou on Surfaces, donc de l'année 2000. Et on peut voir qu'elle incorpore encore une fois des racines d'arbres dans cette très grande œuvre. Puis aussi un aspect même médiatique au centre avec une projection, une vidéo. Et à la droite ici, on a encore une fois un exemple d'un œuvre qui s'inspire des textures et du bois. Donc, on reconnaît vraiment la forme de la racine, aussi avec la corde incorporée. Barbara Safran de Niverville, donc originaire de New York, mais qui habite au Nouveau-Brunswick depuis les années 70. Donc, ici, c'est de sa série Rencontre primordiale, qui était des représentations des paysages de sa résidence en Islande, où elle s'intéresse aux installations mécaniques dans des paysages naturels, avec un dialogue plutôt esthétique, donc, puis écologique, donc, qui évoque l'écologie, comme ici la pipeline, et aussi comme un genre de nuage de fumée, je pourrais dire. Elle va aussi beaucoup s'intéresser aux végétations qu'elle considère négligées ou
les gens ne remarquent pas toujours. Donc, on a fait toute une série sur différentes espèces de mousses et de fleurs sauvages de la région. Et on peut voir ici dans Bouquet for Butterflies, elle a aussi brûlé le papier pour un peu reprendre la forme de la feuille de cette plante. Et aussi incorporer des morceaux de plexiglas pour faire un peu le rappel avec l'aspect un peu destructif envers la nature. Puis un autre œuvre de plexiglas à la droite ici qui explore justement la surface de l'eau puis les différents dessins que ça peut générer de façon automatique avec le courant. Donc, aussi les eaux particulièrement sombres où on ne peut pas voir en dessous de l'eau. Donc, c'est un peu comme ce mystère-là de l'eau sombre qui revient. Marika Drolet-Ferguson, une artiste de la péninsule acadienne qui travaille surtout la photographie argentique et la performance. Donc, elle va souvent chercher à relever le fait que ce qui nous entoure devient ce qui nous habite, puis aussi créer des images qui élargissent notre approfondissement et nos perceptions de la nature. Donc, on peut voir ici différentes de ces travaux, ces œuvres. Puis à la droite, ils sont installés aussi au département des arts visuels. Puis c'est un triptyque qui aborde un peu l'écoféminisme aussi. Donc, l'écologie en lien avec le féminisme. Puis en plus, elle a aussi fait des études en architecture. Donc, on peut voir ici dans son œuvre qu'elle a réalisé avec le collectif MMM, M plus M plus M, donc Mathieu Boucher, Marika Drolet-Ferguson et Marie-Ève Amélie Cormier. Donc, c'est une installation architecturale qui permet justement aux spectateurs d'observer la nature pour mieux l'apprécier. Puis on peut voir que c'est un processus de brûlage de bois pour lui donner de la couleur versus utiliser de la peinture, qui est quand même une approche plus écologique. Ensuite, pour sa performance des gestes saisonniers, je vais la citer pour son attention. Donc, elle cherchait et je cite, à ramener ou perpétuer des souvenirs de tradition en lien avec la conservation d'aliments saisonniers, mais aussi à questionner notre relation au territoire et notre capacité d'autosuffisance alimentaire. Donc, on peut voir qu'elle a récupéré plusieurs objets naturels qu'elle va ensuite mettre en conserve, comme on ferait avec des différents aliments de l'environnement. Ensuite, Emily Phillips, donc une autre peintre de plein air, qui est originaire des États-Unis à Baltimore, mais qui habite maintenant au Nouveau-Brunswick depuis 2010, puis que depuis qu'elle est déménagée ici, elle a développé un lien fort avec la région de Fundy. Donc, elle va souvent s'inspirer des paysages de la région de Fundy pour ses œuvres. Et elle a aussi le désir d'expérimenter avec différentes approches aussi, comme l'abstraction, on peut voir ici à la droite en haut, donc simplifier les formes. Et aussi l'intégration du textile aussi pour reprendre des textures de mousse et de végétation, qu'elle collabore aussi avec sa sœur pour réaliser ses œuvres. Ensuite, Tara Francis, donc une artiste Mi'kmaq aussi. Puis elle se considère comme une artiste contemporaine influencée par les traditions Mi'kmaq. Elle utilise principalement des matériaux traditionnels. Au début de sa pratique artistique, elle utilisait surtout des billes de verre, mais elle a eu supposément un accident dans le studio une journée quand elle a échappé le plein bac. Puis elle a décidé que c'était une bonne occasion pour faire un retour aux matériaux plus traditionnels. Donc le bière de verre était comme un remplacement pour les piquants de porc-épic qu'elle va se mettre à réutiliser.
Puis aussi l'écorce de bouleau qu'on peut voir qu'il utilise pour ses dessins de combustion. Puis aussi les bois de cerf. D'autres exemples ici de ces œuvres en piquant de l'époque épique qui représentent des faunes importantes de la région et aussi pour les peuples mi'kmaq. Emily Grace Lavoie aussi, donc une artiste et commissaire du collectif 3R, originaire d'Edmundston, s'inspire beaucoup des troubles environnementaux actuels et elle utilise surtout la céramique et différents objets intégrés pour aborder les façons de négocier notre conscience de notre relation avec la nature, puis aussi comment est-ce que c'est en constante évolution entre la nature et les êtres humains. Puis ça reflète aussi une prise de conscience de la croissance du déséquilibre aussi écologique. Puis aussi, elle parle de la génétique aussi dans ses œuvres, donc un peu comme elle s'imagine des genres d'espèces modifiées génétiquement aussi. Puis finalement, ça finit par créer comme presque un environnement en soi, chacune de ses œuvres. Puis aussi, une de ses plus récentes, où elle aborde le deuil aussi. Donc, aussi utiliser l'écologie pour aborder un sujet plus personnel aussi. Ensuite, Evelyne Galland-Fournier, donc une artiste qui travaille aussi les installations d'art nature. Donc, un exemple de ses œuvres ici. Elle va aussi souvent intégrer des sculptures en nature, puis elle va un peu comme faire la métaphore à nos propres corps qui sont souvent soumis aux éléments en nature. Donc, les œuvres vont être exposées à toutes sortes d'environnements naturels. Elle est aussi illustratrice et auteure aussi, pour des contes et des romans. Ensuite, Charles Grely, donc un artiste photographe surtout, et qui travaille aussi le cuivre repoussé. Donc, il va souvent photographier des scènes de la région, mais il va surtout s'inspirer des textures naturelles. Voilà ici la texture de la rivière Pétkodiak. Je donne un exemple de son œuvre du Symposium d'art nature en 2004 aussi. Ces photos vont souvent inspirer ses dessins sur cuivre, justement. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une ressemblance avec certaines des images, des textures qu'on peut voir dans les images, aussi des paysages de la région. Il est aussi illustrateur et graphiste, puis il travaille aussi avec l'Association des bassins versants de Chiliac dans la sensibilisation environnementale. Donc, c'est quelques-uns de ces dessins qui expliquent un peu des concepts qui pourraient être parfois durs à expliquer. Ensuite, Jean-Denis Boudreau, donc un artiste de performance surtout. Et ça, c'est sa performance du Symposium d'art nature 2012. Donc, art versus nature. Donc, c'est un peu une critique des comportements destructifs de l'être humain aussi, particulièrement en lien avec l'art nature et aussi comme il fait référence au guerrilla gardening. Donc, c'est comme une mode de jardinage qui utilise des seed bombs, mais c'est pas comme vraiment une bombe. Mais dans ce cas ici, il s'inspire de ce concept pour créer comme des petites balles pour un fusil à pas airsoft, mais paintball. Donc, c'est comme des petites boulettes avec de l'engrais et des graines qui vont comme tirer au sol dans la région qui est complètement détruite avec le donut. Donc, puis aussi les seed bombs qui sont comme quasiment des sortes de grenades. Donc, c'est comme un aspect un peu humoristique aussi là, de cette relation-là qu'on a au territoire en le transformant. D'autres de ces œuvres in situ, homemade, donc présentées au 11e Symposium
dans l'Institut en 2011. Il a construit une allée de stationnement en pleine forêt, mais c'était surtout un exercice de travailler avec les contraintes de la nature et aussi d'engager son corps dans le travail physique. Là. Donc, il a fracassé lui-même plusieurs roches pour construire le champ de gravier pour le stationnement. Donc, c'est vraiment une exploration de ce travail physique-là. Puis, c'est un peu un commentaire aussi sur comment est-ce que parfois on travaille super dur pour atteindre un résultat qui est finalement complètement inutile, comme un stationnement en pleine forêt. Et aussi à la droite, on a ces modules qu'il a créés durant le symposium Barrage-Choix Institut. Barrage-Choix Institut, merci. Donc, oui, c'est des modules qui encouragent le public à interagir avec la nature, surtout avec le vent et la végétation. Donc, ils finissent par se faire caresser par la végétation et le vent. Et il est un peu inspiré aussi par l'esthétique des meubles de IKEA, assemblés un peu plus cheap aussi. Là. Donc, puis aussi, on peut voir que sa pratique courante des instructions aussi qu'il reprend dans un contexte en nature. Donc, il va souvent illustrer des instructions pour différentes choses. Parfois, c'est des choses plus évidentes aussi. Donc, comme un aspect humoristique avec ça. Ensuite, Reed Collins, donc une artiste qui est aussi fait des études en zoologie au Manitoba. Donc, elle a un background en sciences aussi. Et elle participe aussi au Symposium d'art nature en 2004, puis au Symposium d'art actuel en 1999. Elle s'intéresse beaucoup à l'évolution humaine, puis à la dispersion des humains avec le temps du continent africain. Donc, sa série sur les amphores font référence à ça, justement, qui était utilisé pour transporter des aliments. Donc, on va utiliser cette forme-là pour aborder différents sujets, allant de la génétique jusqu'à l'écologie et l'évolution. Puis en haut à la droite, on a son projet des hirondelles à front blanc. Donc, elle a collaboré avec Roger Leblanc et le groupe des naturalistes de Moncton. Donc, c'est ça, c'est le défi de recréer les nichoirs de ces oiseaux-là de la façon la plus juste possible. Naturellement, ces oiseaux-là sculptent leur propre nid avec de la boue et leur salive. Donc, avec la céramique, c'est une bonne façon de justement recréer ces nids-là qui sont souvent impossibles à construire dans des milieux urbains. Donc, c'était une place pour les hirondelles qui sont en voie de disparition. Ici, un œuvre qui aborde aussi la génétique, comme on a dit tantôt. Donc, elle s'est un peu imaginé un monde où les animaux pourraient survivre de la photosynthèse. Donc, c'est pour ça que les éléphants sont verts ici. C'est comme des éléphants qui pourraient se photosynthétiser pour survivre. Puis comment est-ce que ça serait à notre avantage, évidemment. Puis il y a d'autres de ces amphores aussi. Ensuite, je vous présente Julie Fogg, qui est ici aujourd'hui. Donc, une artiste photographe qui va beaucoup travailler dans ses recherches photographiques, va beaucoup travailler l'aspect d'un espace et d'un lieu, puis un peu la transition entre les deux. Donc, le lieu étant un espace construit de valeur, puis aussi comment est-ce qu'un site peut alterner entre les deux états, donc entre lieu et espace. Et elle a travaillé ce thème dans plusieurs résidences, en Irlande, en Chine et au Japon. Et oui, c'est ça. Donc, ensuite, d'autres exemples ici de ces résidences. Et elle va aussi incorporer
faire des interventions sur ces photos pour un peu rappeler la résilience de la végétation aussi, puis comment est-ce que la végétation peut comme ressurgir d'endroits un peu inattendus, surtout dans des endroits urbains. Donc, on peut voir ici aussi ce thème, donc, qu'elle relève ses végétations avec la couleur verte. Et elle a aussi fait une résidence au Cercle Arctique, où elle a fait un projet d'exposition aussi. Et elle est aussi sur le comité d'organisation d'une conférence internationale c'était pour le micro 18, là, qui je pense c'est annuel, semestriel, c'est ça. Donc, elle fait partie de ce comité. Et, c'est ça. Donc, c'est des exemples de ces œuvres du cercle arctique. Puis, c'était aussi une collaboration avec des scientifiques et des guides aussi qu'elle a photographié sur le terrain. Ensuite, Mathieu Légère, donc un artiste en résidence en Syrie du sud-est du Nouveau-Brunswick. Il s'intéresse beaucoup aux procédés du monde naturel aussi, puis appréhender le temps, puis la place et l'espace aussi. Sa série sur les méthodologies pour touristes, il va souvent aborder cette question-là d'interagir avec les territoires, puis la survivance aussi sur ces lieux. Ensuite, d'autres exemples ici. Méthodologie pour touristes. Il est un peu en train de personnifier aussi les icebergs qui ont sculpté les pierres de cette région de Terre-Neuve. Donc, c'est un peu comme s'il y était un iceberg qui déplace le territoire. Dans ces dessins aussi, on peut voir une inspiration de la nature, donc qui s'inspire des formes de la photosynthèse et des micro-organismes radiolaires, donc qui génèrent des formes vraiment inhabituelles aussi. Puis sa série aussi, Constant Variables, où il va avec des... c'est une série qui est en cours aussi maintenant, qui continue. Donc, il va accompagner des biologistes et entomologistes sur le terrain. Puis il s'intéresse à représenter ou à les documenter sur le terrain, mais montrer aussi l'aspect plus humain ou l'aspect qu'on voit moins du processus sur le terrain. Puis aussi comme juste l'humanité et la science en général, comment est-ce que il y a certaines variables qui changent et d'autres qui demeurent constantes. Comme surtout en haut, à la droite ici, c'est un peu dur à dire, mais c'est des insectes épinglés. Donc on peut voir qu'il y a quand même une structure intégrée, mais comme il y a quand même toujours une petite variation avec le placement des aiguilles qui reflète un peu le fait que les humains ne sont pas parfaits aussi. Ensuite, Amanda Dawn Christie, donc une artiste multidisciplinaire aussi, qui travaille beaucoup avec des technologies analogiques, souvent désuées aussi. Son amour pour ces technologies-là est un peu comme un commentaire sur la surconsommation puis le renouvellement constant de technologies. Puis dans son installation ici, les performances Where Motion Meets Air, elle aborde les réflexions de l'eau, puis aussi la ligne d'horizon, puis avec une piscine dans l'espace. Puis, elle a aussi développé ses films de vidéos dans l'eau de mer aussi, donc le salé, qui a fait comme un effet sur sa projection. Nightlights Like Fireflies, donc une installation inspirée par les lucioles dans ce cas-ci. Et elle les compare aussi à la lumière des écrans CRT, qui est comme un écran un peu désuet maintenant. Mais juste le charme de ces deux sources de lumière un peu, et rattaché à ses souvenirs aussi personnels. Donc dans ce cas-ci,
il va percher des écrans dans un arbre, un peu comme si c'était des lucioles qu'on pourrait remarquer une soirée. Aussi dans son installation Off-Road 2, qui était aussi présentée à la Galerie d'art Louise Rubin Cohen, on peut voir que c'est un peu l'expérience post-accident de voiture, qui peut être un peu anticlimatique aussi, comme juste l'attente de se faire sauver aussi. Là, donc, elle est comme en attente que quelqu'un arrive. Puis, ça entre aussi en contraste avec son environnement qui l'entoure. Donc, il y a plusieurs animaux aussi qui vont se promener durant la projection pour un peu comme montrer comment c'est comme déconnecté de la nature aussi, son accident, mais en même temps que ça fait partie du même environnement, finalement. Ensuite, Casey Wilcox, donc une artiste canadienne de descendance coloniale anglaise et acadienne de Saint-Jean. Donc, elle va souvent récupérer des objets sur les rives et les côtes, particulièrement la plage Tin Can Beach à Saint-Jean. Donc, elle va souvent utiliser les objets qu'elle récupère, souvent des déchets, puis elle va les mouler en latex, qui va leur donner quand même une qualité un peu comme translucide aussi, qu'elle va intégrer aussi avec des éléments naturels. Donc, on peut voir des végétations et différentes sortes de plantes intégrées. Puis c'est un exemple de ces plus grandes sculptures d'installation qui évoquent le deuil de l'espèce de la sardine aussi et la surpêche. Ensuite, Sylvie Pilote, donc une artiste qui travaille aussi beaucoup la récupération et le collage. Donc, elle va souvent se baser sur des images un peu de source du système capitaliste et elle va les comme recontextualiser pour faire souvent des commentaires sociaux. Pour faire aussi un esthétique plus un archaïque aussi avec ces images. Deux exemples de ces sculptures ici, donc avec beaucoup d'objets récupérés, puis elle incorpore encore une fois l'image intégrée, découpée, donc un peu de mélange de 2D, de 3D. Puis souvent, c'est des œuvres qui nous parlent de la surconsommation aussi et de l'industrie alimentaire. Et ensuite, je vais vous présenter deux artistes étudiants de l'Université de Moncton. Donc, Lucia Chouliakian qui a réalisé un projet écologique aussi cette année, ou l'année dernière, typiquement. Donc, son œuvre Conseca, qui est une œuvre de photographie argentique. Ça paraît très foncé, mais c'était ça l'intention. Donc, c'est un peu une exploration de la déforestation des forêts acadiennes, puis comment est-ce que le procédé photographique peut avoir un aspect destructif dans ses terminologies aussi, puis comme brûler l'image. Donc, elle a comme exposé certaines régions de l'image à la lumière pour le brûler. Puis aussi, elle s'intéresse beaucoup à l'écoféminisme aussi, dans une de ses œuvres qui aborde le féminisme ici à la droite. Et aussi Rachel Choisy, qui est un autre étudiant finissant cette année. Il a collaboré aussi avec la FECUM sur le projet d'ambiance verte écologique, qui est dans le but de faire des plantations d'arbres fruitiers sur le campus. C'est comme une projection future de qu'est-ce que ce projet pourrait ressembler dans, je pense, une dizaine d'années à peu près. Puis aussi Face à un mur de consommation, qui est une de ses œuvres aussi qui avait gagné un prix, je pense, puis qui aborde justement la surconsommation. Donc, c'était ça pour ma sélection d'artistes. Je vais juste finir avec une conclusion. Donc, on peut constater qu'il y a une richesse étonnante d'artistes engagés avec le monde naturel dans les provinces maritimes. Ces artistes éco-conscients s'adressent à notre imagination et nous rappellent que nous pouvons tous avoir un impact, qu'il soit grand ou petit. Les œuvres nous permettent d'examiner notre relation, notre responsabilité et nos possibilités envers la nature et les enjeux écologiques d'aujourd'hui. En combinant la sagesse et la science et la sensibilité de l'art,
Une telle collaboration pourrait permettre la réalisation d'œuvres informées, analytiques, mais à la fois expressives et ludiques. Les artistes ont aussi la capacité de susciter l'intérêt et la compréhension à des concepts scientifiques parfois difficiles à saisir. C'est évident que l'écologie est un sujet très courant aujourd'hui. C'est une tendance que l'on peut remarquer avec des étudiants aussi du département, comme on a vu. Puis moi aussi, j'ai l'intention de poursuivre cette recherche, puis aussi de continuer de m'inspirer de la nature dans ma pratique artistique. Je cherche aussi à m'impliquer davantage à la cause écologique et collaborer avec la communauté scientifique dans des projets futurs. J'ai aussi l'impression d'avoir juste effleuré le sujet si vaste, puis aussi qu'il y a encore plusieurs artistes éco-conscients à découvrir. Les changements climatiques est un phénomène qui nous affecte tous, mais les peuples autochtones autour du monde sont les plus directement affectés par la situation, puisque plusieurs vivent de la terre et dépendent de la santé et de l'environnement pour survivre. Ça fait partie de la culture de divers de ces peuples autochtones d'être engagés et de protéger leurs environnements, assurer la santé des écosystèmes et respecter toute forme de vie. Nous devons nous dépendons tous de la santé de notre planète et nous pouvons tous s'engager à respecter la nature et réduire notre impact sur l'environnement. Donc, merci tout le monde d'avoir venu à la conférence. Je vais aussi prendre le temps de remercier Jeunesse Canada au travail aussi pour cette opportunité de stage. Et aussi un gros merci à Anisk Imbo et Angèle Cormier de la Galerie d'art Louis Urban Coin pour tout leur support. Et aussi toute l'équipe du Musée acadien. Merci à tous les artistes présentés et ceux qui ont discuté avec moi de leur pratique. Puis merci à ma famille et à mes amis aussi pour leur support et particulièrement aussi Suzanne. Merci beaucoup pour avoir fourni beaucoup d'informations aussi au niveau de Claude Roussel. Donc, merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions et commentaires?